Durant l'été 1982, l'équipe de France, sous la houlette du philosophe Michel Hidalgo, a offert à la Coupe du Monde un football d'une beauté à couper le souffle, orchestré avec brio par des artistes magistraux sur le terrain. Ce tournoi a vu s'épanouir le carré magique. C'est quatuor magique qui a transformé la pelouse en un théâtre de ballet enchanteur. Ils ont écrit un parcours riche en émotions, culminant avec la légendaire Nuit de Séville en demi-finale contre l'Allemagne de l'Ouest, considéré comme l'un des plus beaux, mais aussi des plus cruels matchs de l'histoire de la Coupe du Monde. Ce match a vu les Français mener 3-1 en prolongation avant de s'incliner lors de la séance de tir au but. Ils ont quitté le tournoi en tant que quatrième, mais dans le cœur de leurs supporters, ils restent des champions sans couronne, l'incarnation d'une beauté à la fois romantique et tragique. Mais derrière les larmes versées à Séville cette année-là, se cachaient des personnes au destin unique. Plus de 40 ans ont passé, et le temps a marqué leur vie de son empreinte, y laissant des hauts et des bas. Certains sont devenus des légendes, d'autres ont choisi une vie retirée, et d'autres encore ont mis un terme définitif à leur parcours. Prenons un instant pour nous pencher sur la vie de ces mousquetaires de l'époque. Marius Trésor, le pilier inébranlable et autoritaire de la défense française lors de la Coupe du Monde 1982. À 32 ans, le défenseur central guadeloupéen possédait l'esprit libre de la mer et le calme d'un leader né. Durant ce tournoi, Trésor fut non seulement un rempart fiable, mais il fut aussi l'auteur de l'un des plus beaux moments de l'histoire du football français. Une volée, tonitruante en une touche qui fit mouche face à l'Allemagne de l'Ouest dans les prolongations de la demi-finale. Ce moment était plus qu'un simple but, un chef-d'œuvre, un témoignage du talent d'un défenseur central de classe mondiale qui savait briller lorsque son équipe avait le plus besoin de lui. Après cette nuit fatidique à Séville, Trésor continua de se consacrer à Bordeaux et remporta le championnat de France en 1984 avant de prendre sa retraite. Contrairement à nombre de ses collègues qui choisirent la voie exigeante du coaching, Trésor opta pour une vie joyeuse et artistique. Il s'essaya à la musique, sortant un album de reggae aux fortes influences caribéennes. Par la suite, il retourna à Bordeaux pour travailler dans le coaching et les relations publiques. La vie de Trésor était toujours empreinte de rire. Il était un trait d'union entre les générations, un symbole d'optimisme. Il ne laissa jamais la tristesse de Séville le hanter trop longtemps. Au contraire, il choisit de vivre pleinement chaque instant. Il existe un beau parallèle entre Trésor sur et en dehors du terrain, spontanéité et générosité. Sur le terrain, malgré son poste de défenseur, il est toujours prêt à décocher une volée digne d'un attaquant de haut niveau. En dehors du terrain, il vit de façon anticonformiste, osant chanter, rire et vivre pleinement sa nature joyeuse. Il est la preuve que le football est un plaisir, quel que soit le résultat. Aujourd'hui, à 74 ans, Marius Trésor coule une retraite paisible à Bordeaux. Il apparaît encore fréquemment dans les émissions de commentaires sportifs, arborant son sourire caractéristique et est respectueusement surnommé « Sacré Marius » par les supporters, un véritable trésor du football français. Maxime Bossis, surnommé le Grand Max, arriva à la Coupe du Monde 1982 à 26 ans, au sommet de sa carrière. Grand, agile et doté d'une mentalité de footballeur moderne, Bossis était le type de défenseur dont rêvait tout entraîneur. Il disputa les 6 matchs, pilier irremplaçable aux côtés de Trésor. Ironie du sort, l'histoire se souvient surtout de lui pour ce moment cruel, son pénalty manqué en demi-finale contre l'Allemagne. L'image de Bossis s'effondrant à genoux sur la pelouse de Séville est devenue le symbole de la douleur de toute une génération de joueurs talentueux, mais victimes d'un destin tragique. Cependant, la force de caractère d'une véritable star a empêché Bossis de se laisser abattre par ce revers. Il a su se relever avec brio, remportant l'Euro 1984 avec l'équipe de France et continuant à évoluer au plus haut niveau jusqu'à la Coupe du Monde 1986. Sa carrière en club est indissociable du FC Nantes, où il est devenu une véritable légende. Après sa retraite, Bossis a décliné de nombreuses offres alléchantes d'entraîneurs pour devenir un manager et un commentateur sportif respecté. Il est reconnu pour son élégance, sa voix grave et ses analyses pertinentes. Sa vie privée est très discrète et paisible. Il incarne l'idéal du gentleman accompli, qui sait concilier gloire passée et sérénité présente. Le calme, presque glacial, dont Bossis faisait preuve sur le terrain semble se refléter dans sa vie privée.
Il accepte la gloire comme la défaite avec la même sérénité. La douleur de 1982 ne l'a pas brisé. Au contraire, elle a forgé un Bossize plus résilient et perspicace, qualité qu'il a cultivée tout au long de sa carrière de commentateur. Aujourd'hui, à 68 ans, Maxime Bossy demeure une figure emblématique du football français. Il participe régulièrement à des matchs de charité et se fait le champion du beau football. Il a prouvé qu'un tir manqué ne définit pas une personne, ce qui compte avant tout. C'est la façon dont elle se relève après une chute. Jean-Luc Ettori arrive à la Coupe du Monde 1982 à l'âge de 26 ans dans des circonstances plutôt inhabituelles. Initialement gardien remplaçant, les blessures et la forme de ses coéquipiers le propulsèrent dans le 11 de départ du plus grand tournoi de la planète. Malgré une taille inférieure à la moyenne des gardiens, Ettori compensa par des réflexes exceptionnels et un courage hors du commun. Il supporte une pression immense, notamment lors de la séance de tir au but haletante contre l'Allemagne. Bien qu'il n'ait pu qualifier la France, les efforts d'Ettori tout au long du tournoi restent indéniables. La carrière d'Ettori est un modèle de fidélité. Il a consacré l'intégralité de sa carrière professionnelle, près de 20 ans, à un seul club, l'AS Monaco. Il a longtemps détenu le record du nombre d'apparitions en Ligue 1. Après sa retraite, il a continué à œuvrer pour le club monégasque, d'abord comme entraîneur des gardiens, puis comme directeur sportif. Sa vie et celle de Monaco étaient indissociables. Il a été l'artisan de la formation de générations de gardiens de but talentueux pour le football français, parmi lesquels Fabien Barthez. Ettori a vécu une vie de dévouement, entretenant discrètement la flamme du football. Le lien entre Ettori et la vie, c'est la constance. Sur le terrain, il défendait les cages avec une ténacité inébranlable face à des attaquants de grande taille. En dehors du terrain, il était resté fidèle à une seule équipe, à un seul amour. Dans un monde du football où les transferts retentissants sont légion, la fidélité d'Ettori est un joyau précieux. Aujourd'hui, à 68 ans, après avoir pris sa retraite d'entraîneur, Jean-Luc Ettori coule des jours paisibles tout en suivant de près le parcours de l'AS Monaco. Véritable légende, il nous rappelle la valeur d'un dévouement sans faille et d'une passion indéfectible. Alain Giresse, surnommé Gigi, était un membre indispensable des Quatre Fantastiques de 1982 à 29 ans. Du haut de son 1,63 m, Giresse paraissait minuscule face aux géants sur le terrain, mais sous cette petite taille se cachait un esprit brillant et une énergie débordante. Il marqua le but qui permit à la France de mener 3-1 en prolongation contre l'Allemagne, un but que Giresse célébra dans un élan de joie extatique, persuadé que la qualification pour la finale était déjà acquise. Giresse était l'âme, le cœur battant de ce jeu de passes captivant. Après la gloire de l'Euro 1984, Giresse mit fin à son illustre carrière de joueur pour se lancer dans une aventure d'entraîneur. Il devint un véritable missionnaire du football en Afrique, dirigeant des équipes nationales comme celles du Gabon, du Mali, du Sénégal et de la Tunisie. Il était adulé par les peuples du continent africain pour son dévouement et sa belle philosophie du football. La vie de Giresse fut un voyage incessant. Il recherchait sans cesse de nouveaux défis dans des contrées lointaines, mettant son expérience de légende au service du développement du football dans des régions reculées. L'intelligence et le talent de Giresse sur le terrain faisaient de lui un brillant stratège. Il savait manœuvrer dans les situations les plus délicates, tout comme il savait se faufiler à travers les défenses adverses. Malgré sa petite taille, son influence sur le football français et africain fut immense. Aujourd'hui, à 71 ans, Alain Giresse est loin d'être à la retraite. Il vient de terminer son mandat de sélectionneur de l'équipe nationale du Kosovo et est toujours prêt à relever de nouveaux défis. Il est la preuve vivante de l'adage. Le talent n'a pas d'âge et le physique ne définit pas la grandeur. Gérard Janvion, surnommé le Cerbère, fut le héros méconnu de la prestigieuse équipe de 1982. À 28 ans, Janvion était un défenseur dont les performances reposaient sur une condition physique exceptionnelle et un marquage acharné, pendant que ses coéquipiers, plus hauts sur le terrain, s'activaient à créer des occasions. Janvion nettoyait les espaces, assurait la couverture et affrontait les attaquants les plus dangereux. Il était l'acier indispensable pour préserver le romantisme de l'équipe de France. Cependant, la vie de Janvion après le football fut marquée par la tristesse. Après sa retraite, il eut du mal à se réadapter au quotidien. Il rencontra des difficultés financières et juridiques
et traversa des périodes de profonde crise personnelle. Ce fut une tragédie que de nombreux joueurs des générations précédentes connurent lorsque leur gloire s'estompa. Mais avec la combativité d'un défenseur qui n'a jamais baissé les bras, Janvion retrouva peu à peu son équilibre. Il entraîna des équipes amateurs dans sa ville natale, la Martinique, et trouva de la joie à aider la communauté. La ténacité de Janvion sur le terrain semble refléter sa propre vie ardue. Il a dû se battre pour récupérer le ballon face à ses adversaires, puis pour trouver la paix intérieure. Son histoire nous rappelle la part d'ombre qui se cache derrière les médailles. Aujourd'hui, 70 ans, Gérard Janvion mène une vie paisible, loin des médias. Bien qu'il n'ait pas connu la même carrière d'entraîneur brillante que certains de ses coéquipiers, il reste, aux yeux des supporters de Saint-Étienne et de l'équipe de France, un homme respecté qui a tout donné pour le club français. Gérard Soler, 21 ans lors de la Coupe du Monde. 1982 n'était peut-être pas le joueur le plus médiatisé, mais il était un véritable pilier de l'attaque des Bleus. Lors du match d'ouverture contre une équipe d'Angleterre pleine d'entrain, c'est Soler qui, d'une volée décisive, égalisa, offrant un point précieux et redonnant espoir à ses coéquipiers après un but encaissé en début de rencontre. Il jouait avec application, se déplaçant sur toute la largeur du terrain et toujours prêt à conserver le ballon pour ses partenaires. Soler n'était pas un joueur spectaculaire, c'était un technicien hors pair, sachant intervenir au bon moment pour résoudre les problèmes. Après le tournoi, Soler poursuivit une brillante carrière en Ligue 1, jouant pour Toulouse, Strasbourg et d'autres clubs. Cependant, son tournant le plus marquant fut son passage au management après sa retraite de joueur. Soler occupa les postes de président de l'AS Saint-Étienne et exerça également des fonctions de dirigeant au sein de nombreuses autres équipes. Sa carrière d'administrateur fut elle aussi tumultueuse, marquée par des conflits internes et des pressions financières. Un contraste saisissant avec sa simplicité sur le terrain. Homme d'influence dans le football, ses décisions, parfois controversées, étaient toujours le fruit de sa forte personnalité. L'intensité que Soler déployait sur le terrain se reflétait dans sa vie de dirigeant exigeant. Sur le terrain, il se battait pour marquer des buts. Sur le banc, il se battait pour défendre les intérêts et la position du club. Il est l'exemple parfait d'un joueur qui a su transformer sa carrière sportive en une carrière politique dans le sport. Aujourd'hui, 70 ans, Gérard Soler a pris sa retraite et mène une vie plus paisible après des années d'entraînement mouvementé. Il apparaît rarement dans les médias, mais son but contre l'Angleterre en 1982 reste un moment fort à chaque fois que son nom est évoqué. Manuel Amoros est arrivé en Espagne à 20 ans, le Benjamin de l'équipe, mais doté d'un cœur de lion. Le jeune joueur de l'AS Monaco a stupéfié le monde par son style de latéral moderne. Infatigable en attaque comme en défense, et doté de frappes lointaines tonitruantes. Son action la plus mémorable reste sa frappe puissante qui a heurté la barre transversale du but ouest-allemand en demi-finale. Un tir qui, s'il avait fait mouche, aurait pu changer le cours de l'histoire du football français. Amoros a été élu meilleur jeune joueur du tournoi cette année-là, une reconnaissance de son talent exceptionnel. La fin de carrière d'Amoros fut brillante, mais aussi controversée. Joueur clé de l'équipe victorieuse de l'Euro 1984. Il contribua également au triomphe de Marseille en Ligue des Champions en 1993. Cependant, son tempérament fougueux lui joua souvent des tours, notamment lors de l'incident du coup de tête à l'Euro 1992, qui lui valut une suspension et la perte de son brassard de capitaine. Après sa retraite de joueur, Amoros s'essaya au coaching, dirigeant des équipes comme les Comores et le Bénin. Sa vie fut toujours trépidante, constamment en quête de nouveaux défis, même si son impulsivité juvénile laissa parfois des traces. Les performances explosives d'Amoros sur le terrain reflétaient son tempérament fougueux en dehors. Il vivait et jouait instinctivement, avec une émotion intense. C'est cette passion qui a fait de lui une légende, mais c'est aussi cette même passion qui a parfois consumé sa carrière. Aujourd'hui, 62 ans, Manuel Amoros reste impliqué dans le football en tant que commentateur et ambassadeur de marque. Il est plus posé désormais, mais ses yeux s'illuminent encore lorsqu'il évoque ce tir qui a heurté la barre transversale il y a des années. Un beau regret de sa jeunesse. Michel Platini, figure centrale, homme des 4 fantastiques.
abordait la Coupe du Monde 1982 à 26 ans, auréolé du statut de star planétaire. Il orchestrait chaque action offensive, offensif du but égalisateur en demi-finale et auteur de passes décisives exceptionnelles. Sun Image, avec son élégant maillot numéro 10, ses chaussettes basses et sa chevelure ondulée, est devenu l'emblème de la beauté du football français. Il n'avait pas besoin de beaucoup courir, car le ballon le trouvait toujours et lui obéissait au doigt et à l'œil. La carrière de Platini après 1982 fut une succession de succès éclatants. 3 ballons d'or consécutifs, la victoire à l'Euro 1984 et son entrée dans la légende de la Juventus. Après sa retraite, il accéda au sommet du pouvoir en devenant président de l'UEFA, l'un des hommes les plus influents du football européen. Mais soudain, le destin frappa comme un cruel coup du sort. Le scandale de corruption ternit son image, le dépouillant de tous ses postes et de son honneur, et l'obligeant à de longues années de batailles juridiques pour laver son nom. La vie de Platini fut un véritable drame, fait de haut et de bas. Sur le terrain, il régnait en maître, dominant le jeu grâce à son intelligence hors du commun. En dehors du terrain, il était également roi sur l'échiquier politique du football, avant d'être finalement vaincu par ces mêmes luttes de pouvoir. Génie et tragédie furent intimement liés dans la vie de cet homme. Aujourd'hui, à 68 ans, après avoir été acquitté de plusieurs charges importantes, Michel Platini mène une vie paisible, loin du tumulte du football moderne. Malgré une carrière marquée par la gloire et l'amertume, son héritage comme l'un des plus grands numéros 10 de l'histoire du football français reste indélébile. Bernard Genghini, 24 ans, était un élément souvent négligé, mais pourtant crucial du quatuor fantastique, avec Platini, Giresse et Tigana. Doté d'un pied gauche exceptionnellement habile et d'une superbe maîtrise des coups francs, Genghini a inscrit 2 buts lors de ce tournoi, tous 2 sur coups de pied arrêtés, contre le Koweït et l'Autriche. Il apportait l'équilibre, comblait les lacunes et créait des moments magiques lorsque les autres stars étaient neutralisés. Genghini jouait avec la grâce et la finesse d'un violoniste dans un orchestre symphonique. Après la Coupe du Monde, Genghini poursuivit sa brillante carrière à Sochaux, Monaco et Marseille. Joueur régulier et dévoué, il devint, après sa retraite de joueur, directeur technique et recruteur, conservant une longue collaboration avec Sochaux. Sa vie personnelle était paisible et il était fier que son fils, Benjamin Genghini, ait lui aussi suivi ses traces dans le football. Homme de famille, il menait une vie simple, loin des sirènes de la célébrité. La discrétion de Genghini sur le terrain reflétait parfaitement sa vie. Il n'avait pas besoin d'être le joueur le plus exceptionnel, simplement le meilleur à son poste. Au milieu d'une multitude de stars scintillantes, il a choisi d'être une étoile discrète mais toujours brillante. Aujourd'hui, 66 ans, Bernard Genghini coule une retraite paisible. Il apparaît encore occasionnellement pour partager ses techniques de coups francs, mais sa plus grande joie est de voir le football français se développer grâce aux fondements techniques que sa génération a patiemment construits. Didier Six, le nomade du football français, participa à la Coupe du Monde 1982 à l'âge de 27 ans. Avec sa vitesse fulgurante sur l'aile gauche et son style de jeu direct, Six était une force offensive redoutable, capable de déstabiliser les défenses les plus solides. Pourtant, le destin lui réserva un rôle tragique, celui du joueur qui manqua un penalty en demi-finale contre l'Allemagne. Ce penalty manquait le Hanta pendant des années, une cicatrice indélébile sur l'âme d'un joueur passionné. La carrière de Didier Six fut un perpétuel voyage. Il fut l'un des premiers joueurs français à évoluer à l'étranger, portant les maillots de Stuttgart, Allemagne, d'Aston Villa, Angleterre, et de Galatasaray, Turquie. Après sa retraite, cet esprit nomade le conduisit à entraîner dans des régions reculées d'Afrique, comme le Togo, l'île Maurice et la Guinée. Il releva les défis des endroits les plus défavorisés, simplement pour vivre sa passion. Sa vie n'a peut-être pas été marquée par la richesse matérielle, mais elle fut riche en expériences culturelles. L'instabilité de la carrière de Six en club et ses voyages reflètent un esprit libre, mais aussi empreint de solitude. Il semble constamment en quête d'un lieu où trouver sa place, d'un endroit où apaiser les souffrances du passé. Il est le vagabond solitaire du football français. Aujourd'hui, 69 ans, Didier Six est toujours aussi actif. Malgré une santé déclinante, il reste passionné par son métier d'entraîneur. Son histoire prouve que le football peut parfois être cruel, mais qu'il est aussi le seul remède aux blessures émotionnelles.
Jean Tigana, 26 ans, était l'infatigable pilier de l'équipe de France. Avec son physique longiligne, presque émacié, rares étaient ceux qui auraient deviné la force physique et la puissance de ses tacles exceptionnels. Il était le lien parfait entre la défense et l'attaque, capable de récupérer le ballon et de se projeter instantanément vers l'avant comme une flèche. À Espagne, 4-22, Tigana couvrait tout le terrain, offrant un tremplin à Platini et Giresse pour briller. Il incarnait la grâce et l'endurance. Après le tournoi, Tigana poursuivit son ascension fulgurante, atteignant son apogée lors de l'Euro 1984 grâce à un dribble légendaire en prolongation contre le Portugal. Après sa retraite de footballeur, il devint un entraîneur talentueux, menant l'AS Monaco en demi-finale de la Ligue des Champions et connaissant le succès en Angleterre avec Fulham. Parallèlement à sa carrière de footballeur, Tigana était également un homme d'affaires prospère dans le secteur viticole, propriétaire de vignobles en Provence. Il menait une vie raffinée et élégante. Il existe un parallèle intéressant entre Tigana et le vin. Plus il vieillit, plus sa valeur s'accroît. Sur le terrain, son style de jeu était simple mais d'une efficacité redoutable. Andahor, il menait une vie discrète mais élégante. Il incarne l'ascension sociale. Passant de la pauvreté, il est né au Mali dans une famille nombreuse à la réussite. Aujourd'hui, à 68 ans, Jean Tigana a pris sa retraite d'entraîneur pour se consacrer à ses vignes. Il apparaît rarement en public, mais chaque fois qu'on évoque son nom, on se souvient encore de l'image d'un joueur à la démarche gracieuse, comme s'il glissait sur l'herbe. Dominique Rocheteau, le légendaire Angevin, abordait la Coupe du Monde 1982 à 27 ans métamorphosé, loin du jeune homme romantique et délicat de Saint-Étienne, devenu un redoutable buteur sous le maillot du PSG. Lors de ce tournoi, Rocheteau inscrit 2 buts cruciaux contre l'Irlande du Nord, contribuant grandement à la puissance offensive de son équipe. Beau et élégant, il possédait surtout la mentalité d'un véritable artiste, en quête constante de beauté dans chaque touche de balle, dans chaque mouvement. Contrairement à la plupart des footballeurs, Rocheteau possédait une âme d'intellectuel. Il aimait la littérature, le cinéma et la musique. Après sa retraite sportive, il s'essaya à la réalisation, à l'écriture et à la défense des droits humains. Il revint ensuite à Saint-Étienne en tant que directeur sportif. Rocheteau a toujours conservé une attitude calme et humble, évitant tout scandale personnel. Il était un modèle de star qui savait préserver son image et mener une vie riche de sens. Le romantisme de Rocheteau sur le terrain reflétait son âme d'artiste en dehors. Il jouait au football comme s'il écrivait de la poésie et vivait sa vie comme un roman tout en douceur. Il a prouvé que les footballeurs ne se résument pas à leurs muscles, mais possèdent aussi un cœur et un esprit emplis d'émotions. Aujourd'hui, 69 ans, Dominique Rocheteau coule des jours paisibles dans sa Charente-Maritime natale, où il dirige un centre de football et d'éducation. Le Ange d'antan est désormais un vieil homme serein, mais son sourire continue d'émouvoir, ravivant le souvenir d'un passé glorieux. Jean-François Larios possédait un charme romantique et un talent inné. À 25 ans, il abordait la Coupe du Monde 1982 avec la promesse de former un duo parfait au milieu de terrain avec Platini, lui qui brillait à Saint-Étienne et avait été élu meilleur joueur français en 1980. Pourtant, lors de ce mondial 82, il ne disputa que 2 matchs avant de disparaître progressivement des radars. La raison n'était pas son niveau professionnel, mais un scandale amoureux retentissant impliquant la famille de Platini. Cette tragédie isola Larios dans le vestiaire, le relégua au second plan en équipe nationale et mit un terme brutal à sa carrière internationale à son apogée. Après le tournoi, la carrière de Larios a connu un déclin brutal. Il a évolué tour à tour à l'Atlético Madrid, à Manchester City, puis est retourné en France sans jamais retrouver son meilleur niveau. Le Ange déchu a pris sa retraite avec regret. Cependant, sa vie après le football a connu une toute autre ascension fulgurante. Il est devenu l'un des agents de joueurs les plus influents de France, gérant les carrières de stars comme Thierry Henry et Patrick Vieira à leur début. Il a mis à profit ses expériences douloureuses pour guider la nouvelle génération et l'aider à éviter les mêmes écueils. Le lien entre Larios sur le terrain et dans la vie est celui d'un talent inassouvi. Sur le parquet en 1982, il brillait de 1000 feux, mais son passé était assombri par les zones d'ombre de sa vie privée. Dans sa vie personnelle, il a vécu de nombreuses années sous le poids de ce scandale avant de retrouver sa gloire dans un autre rôle.
Il laissait la preuve qu'une erreur de jeunesse peut bouleverser le destin d'une personne. Aujourd'hui, à 68 ans, Jean-François Larios est retraité et a publié une autobiographie où il confesse ses erreurs passées pour retrouver la sérénité. Il mène une vie paisible, portant en lui la tristesse d'un talent inexploité, mais aussi la fierté d'avoir courageusement affronté la vérité et de s'être relevé.